professionnels face à de nombreux défis. Qu'on soit dans le cadre de la Convention de La Haye ou qu'on soit dans le cadre d'une convention bilatérale ou dans le cadre de pays hors convention, des défis subsistent. Donc nous allons aborder ensemble quel est le rôle de chaque intervenant dans le cadre de la demande de retour et dans le cadre de l'exécution des décisions de retour. En second, nous allons aborder quels sont les défis et les obstacles à l'exécution des décisions, pour terminer avec les pistes d'amélioration et les bonnes pratiques en la matière. Nous allons tout de suite débuter et je vais laisser la parole à Madame Alexia Sédic, qui est rédactrice et adjointe à la chef du bureau au département de l'entraide du droit international privé européen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour intervenir à cette table ronde. Donc, comme cela a été indiqué, je travaille au département de l'entraide du droit international privé et européen à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice, plus communément connu sous le nom de DEDIP. C'est l'acronyme qu'on utilise et que j'utiliserai lors de ma présentation. Ce département a été désigné en qualité d'autorité centrale pour la mise en œuvre de plusieurs conventions. Il est divisé en 3 pôles, un pôle négociation, un pôle droit international privé et un pôle coopération familiale qui est en charge des instruments internationaux en matière de coopération familiale internationale. Parmi les conventions qui s'appliquent, on a bien entendu la Convention de La Haye 80, qui est le principal objet de nos discussions aujourd'hui, qui est complétée, s'agissant des enlèvements internationaux d'enfants, par le règlement Bruxelles de Terre. Voilà. Et par ailleurs, comme l'indiquait Maître Yalaz tout à l'heure avec ses questions, et je la remercie d'ailleurs de l'avoir souligné, outre ces 2 instruments, il existe d'autres instruments qui prévoient des dispositions en matière de déplacement illicite d'enfants. Des accords bilatéraux qui prévoient plus ou moins de possibilités, mais alors il peut y avoir une coopération plus ou moins élargie pour la mise en place d'une coopération en matière de déplacement d'enfants, qui peut être complétée par des dispositions en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions. Donc par exemple, admettons une décision est rendue en France, si on souhaite obtenir sa reconnaissance, son exécution en Égypte, il y a un accord bilatéral qui le permet et qui prévoit d'ailleurs une coopération en matière d'enlèvement d'enfants pour l'avoir mise en œuvre il n'y a pas très longtemps avec le parquet de Marseille. Voilà. Par ailleurs, il existe également la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 qui prévoit des dispositions en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions sur le droit de garde et qui permet, alors l'idée de cette convention qui a été conclue à quelques mois d'intervalle de celle de la Convention de La Haye de 80, l'idée de cette convention de Luxembourg, c'est vraiment, on est sur la reconnaissance et l'exécution de la décision en matière de droit de garde. L'idée, c'est donc de ne pas repasser par une procédure aussi complexe que celle de la Convention de La Haye de 80. Et en tout cas, nous, on constate à l'autorité centrale française que cette convention n'est peut-être pas suffisamment connue et pas suffisamment impliquée. C'est vraiment, on a très peu de dossiers sur ce fondement-là. S'agissant, je vais vous fournir quelques éléments statistiques, puisque je pense que c'est aussi intéressant de voir, en tout cas, les dossiers que nous, on peut avoir à connaître à l'autorité centrale française. Je précise que ce n'est pas l'ensemble des dossiers en matière de déplacement illicite d'enfants qui peuvent exister, puisque en application de l'article 29 de la Convention de La Haye de 80, les parents peuvent saisir directement le juge de l'État refuge pour obtenir une décision de retour. Et ces saisines-là, nous, on n'en a pas connaissance, puisque il n'y a pas de dossier constitué au sein de l'autorité centrale française. En 2023, nous avons eu 257 dossiers à peu près traités par l'autorité centrale française, dont 125 en France requise et 182 en France requérante. Qu'est-ce que c'est France requise, France requérante ? France requise, c'est quand l'enfant a été déplacé vers la France. France requérante, c'est quand l'enfant a été déplacé vers l'étranger.
Voilà, donc on a surtout des dossiers enfin, nous on connaît, alors c'est quand même des chiffres assez proches, mais on connaît surtout de dossiers dans lesquels les enfants ont été déplacés vers l'étranger. Sur l'année 2024, on a constaté une petite baisse du nombre de dossiers. On était plutôt sur 224 dossiers, avec 112 dossiers en France requises et 150 dossiers dans lesquels les enfants ont été déplacés vers l'étranger. Alors, je reviens dessus parce qu'il me semblait important de le souligner une nouvelle fois. La Convention de la Haye 80 prévoit une procédure spécifique dont l'objectif est que l'enfant retourne dans l'état de sa résidence habituelle. L'idée est de mettre fin à une voie de fait qui a été faite alors on parle du parent qui a emmené l'enfant, mais parfois c'est pas aussi simple et ça peut être quelqu'un d'autre qui a emmené l'enfant, un grand-parent, une tante, un oncle. Voilà, et dans ces situations-là, la Convention de la Haye de 80 peut trouver à s'appliquer également. Et le retour de l'enfant peut être demandé vers l'état de sa résidence habituelle. Et je souligne que ce n'est pas forcément le retour auprès du parent demandeur. Et ça, je pense que c'est important, et c'était l'objet aussi un peu des discussions dans la première table ronde. Et ce qu'on peut constater en pratique, c'est que les parents, dans le cadre du dossier de la demande de retour, se rendent compte peut-être tardivement qu'en réalité, le parent qui a déplacé l'enfant a la possibilité de revenir dans l'état de la résidence habituelle, et ce n'est pas forcément la remise du parent à la remise de l'enfant au parent qui est à l'origine de la demande. Et sur ce point-là aussi, je précise que on parle du parent demandeur, du parent victime, on parle de parent en termes génériques, mais le demandeur peut être un parent, mais aussi tout titulaire de l'autorité parentale, tout titulaire du droit de garde au sens de la Convention. Donc il peut s'agir par exemple de l'aide sociale à l'enfance si l'enfant était placé au moment du déplacement de l'enfant. Voilà. Par ailleurs, également pour revenir sur ce point-là qui me semblait important, l'idée également de la Convention de la Haye 80 et du règlement de Bruxelles de Terre, c'est de favoriser le recours aux solutions amiables le plus en amont possible. Ou bien pendant la procédure de retour. Et à cet égard, je précise qu'il existe effectivement, comme le disait Madame Ebrard, une liste de médiateurs familiaux internationaux qui est mise à disposition sur le site internet du ministère de la Justice. Voilà, donc elle est en source ouverte, tout le monde peut l'utiliser et s'y référer pour trouver un médiateur. Si parmi vous connaissez des médiateurs ou bien vous êtes médiateur vous-même et que vous souhaitez y apparaître, je vous invite à nous envoyer, à nous contacter pour pouvoir, voilà, donc généralement c'est sous forme d'un dossier de candidature, et ce qui permettra ensuite d'avoir un plus grand choix de médiateurs susceptibles d'intervenir dans ce type de situation. Et bien entendu, plus il y aura de diversité, mieux ce sera, puisque je ne l'ai pas précisé, mais on connaît de dossiers vraiment au sein de l'Union européenne et hors Union européenne, et vraiment toutes les langues parlées, les médiateurs aussi qui connaissent de culture étrangère, voilà, on est vraiment preneur, et c'est vraiment une ressource précieuse, en tout cas on peut le constater en pratique. Voilà. Et par ailleurs, sur ce point-là, je précise également que sur la question des médiateurs, alors ce n'est pas le cas malheureusement en France, mais d'autres autorités centrales peuvent mettre à disposition des médiateurs qui peuvent intervenir soit à titre gratuit, soit
soit ce sera payant. Ça dépend vraiment des autorités centrales, voilà. Et c'est des informations qu'on a forcément, alors qu'on essaie de tenir à jour, mais c'est au fil des dossiers qu'on a à connaître. Mais c'est des informations qu'on communique dès qu'on en a connaissance, soit lorsque l'enfant est déplacé vers la France, et on essaye de, voilà, on informe le parquet en amont, ou voilà, au moment où on a connaissance du fait que voilà, telle autorité centrale propose l'intervention d'un médiateur, voilà, dans cette situation, ou bien dans le cas inverse, lorsque l'enfant est déplacé vers l'étranger et que l'autorité centrale étrangère propose les services d'une cellule de médiation, on en informe le parent qui est à l'origine de la demande. Voilà, alors s'agissant de la question qui nous préoccupe à cette table ronde, qui est celle de l'exécution des décisions de retour, et le rôle de l'autorité centrale française dans ce cadre. Alors, je vais bêtement citer l'article 7, 7H de la Convention de La Haye de 80, dans lequel il est indiqué que les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente convention, en particulier pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l'enfant. S'agissant des modalités, des modalités d'exécution, mais ça je pense que ma collègue du parquet de Paris en reparlera plus précisément, et je ne souhaite pas empiéter sur sa présentation. Sur les modalités d'exécution, en tout cas ce dont au niveau de l'autorité centrale, on peut constater, voilà, c'est que donc les modalités d'exécution sont fixées dans le droit national de chaque État. Chaque État contractant la Convention de La Haye décline dans son droit national les modalités et les dispositions applicables en la matière. Et par ailleurs, les autorités chargées de l'exécution peuvent différer d'un État à un autre. En France, nous, on a la chance que le parquet puisse, je trouve que c'est vraiment une chance, puisque, et en plus un parquet spécialisé qui peut exécuter les décisions de retour, en tout cas qui a un rôle très important dans les procédures de retour. Dans d'autres pays, il peut s'agir d'autres autorités, je pense notamment aux huissiers de justice, dont, alors, tout dépend des pays, mais parfois on peut constater que son intervention n'est peut-être pas aussi efficace que celle d'un parquet. Voilà, il n'a peut-être pas non plus les mêmes pouvoirs, mais en tout cas, ce point-là peut, en tout cas, en pratique, faire la différence s'agissant de l'exécution des décisions de retour. Au moment de l'exécution, bien entendu, la Convention de La Haye de 80 pose un principe général de célérité, mais le règlement Bruxelles II Ter a complété cette exigence de célérité au niveau de l'exécution des décisions de retour, puisque à l'article 28 de Bruxelles II Ter, il est indiqué que si la décision de retour n'est pas exécutée dans un délai de 6 semaines par l'autorité compétente, le parent délaissé ou l'autorité centrale requérante est en mesure de demander les raisons du retard à l'autorité en charge de l'exécution. Alors en pratique, ce n'est pas un article dont on a pu constater qu'il était utilisé. En tout cas, nous, côté autorité centrale française, on n'a pas été sollicité par les autorités étrangères sur ce point. En revanche, bien entendu, à l'inverse, quand on constate qu'il y a un délai tant dans la procédure de retour que dans l'exécution, on peut demander à l'autorité centrale étrangère les raisons qui s'opposent à l'exécution de cette décision dans le délai imparti par le règlement Bruxelles II Ter. Les réponses peuvent être variables et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est transmettre les informations et en tout cas, voilà, je reviens aussi à l'article 7, c'est que le rôle de l'autorité centrale française est surtout de transmettre les informations en temps utile d'un côté et de l'autre,
mais également de coordonner, en tant que besoin, l'ensemble des acteurs impliqués dans les dossiers de déplacement illicite d'enfants. Alors je pensais également peut-être revenir sur plusieurs exemples pratiques qu'on a pu voir à l'autorité centrale française et qui nous ont semblé être de bonnes pratiques sur l'exécution des décisions de retour. Voilà, en tout cas pour faciliter l'exécution lorsqu'elle est nécessaire, lorsque le parent qui a déplacé l'enfant et lorsqu'une décision de retour est rendue et que le parent qui a déplacé l'enfant ne souhaite pas exécuter volontairement la décision de retour. On a pu par exemple être amené à organiser une visioconférence en présence des avocats des deux parties, ainsi qu'avec le parquet, pour échanger dans l'optique de l'exécution de la décision de retour, ce qui a permis déjà, alors forcément, les avocats représentent leurs clients, mais cela a permis aussi d'avoir le même niveau d'information au niveau de tous les acteurs qui interviennent dans l'exécution de la décision de retour, donc que ce soit le parquet et les parents qui sont bien entendu concernés en premier lieu, et donc l'autorité centrale française, et de remettre tout le monde au même niveau d'information et de déterminer si elles ne l'ont pas été à l'occasion de la décision de retour, puisque comme l'indiquait Madame Hébrard et comme confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt de 2017, le juge du retour peut déterminer dans sa décision les conditions du retour, en tout cas les modalités pratiques du retour de l'enfant dans l'état de la résidence habituelle. Voilà, donc pour la référence, c'est civil première 14 juin 2017, numéro 17-10.980. Voilà, si jamais la référence vous intéresse. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant puisque dans les décisions de retour qu'on peut voir, qui sont rendues par les juridictions spécialisées, ces modalités ne figurent pas toujours dans le dispositif du jugement, et c'est ensuite au parquet de les déterminer, ce qui peut parfois, même si le parquet dispose d'un panel d'outils pour l'exécution d'une décision de retour, mais lorsque c'est mis dans une décision, c'est quand même pour le parent qui a déplacé l'enfant et qui se retrouve avec cette décision, on lui fixe des modalités pour exécuter la décision. Ça peut quand même être un argument pour faciliter le retour de l'enfant dans l'état de la résidence habituelle. Voilà, c'était un cas assez qui a permis de débloquer la situation et qui a permis le retour de l'enfant dans l'état de sa résidence habituelle. Finalement, on a appris quelques mois plus tard que les parents s'étaient accordés devant le juge de l'état de la résidence habituelle pour que l'enfant revienne en France. Mais au moins la décision, en tout cas la question a pu se régler devant le juge de l'état de la résidence habituelle, qui était en réalité déjà saisi au moment du déplacement. Voilà. Par ailleurs, je reviens également sur le rôle que peut jouer les juges du réseau international Justice de la Haye, qui sont donc des juges de chaque État qui sont désignés par chaque État contractant et dont le rôle est justement de faciliter les communications judiciaires directes entre les juridictions, ce qui peut parfois Alors c'est très bien les communications judiciaires directes, sauf que parfois avec la barrière de la langue, ça peut ne pas être évident de discuter avec un juge qui parle que allemand et un juge qui parle français, qui a des notions d'anglais, mais bon, voilà, donc ces juges du réseau La Haye, qui sont au nombre de 2 en France, peuvent intervenir et tenter de permettre cet échange direct entre les juges, qui peut également parfois soit débloquer des situations, soit mettre également au même niveau d'information les juridictions, puisque parfois la procédure en cours devant le juge de la résidence habituelle a avancé
Et les parties n'en ont pas forcément informé le juge qui est saisi du retour et l'autorité centrale française aussi. Nous, on est informés que des éléments que nous transmettent les autorités centrales étrangères ou bien les parents. Voilà, donc, et par ailleurs, ce réseau des juges de la Haye peut intervenir tant à la demande de la juridiction qui est saisie du retour, mais alors ça c'est aussi un message qu'elles ont pu me demander de faire passer, les parties à la procédure de retour, par l'intermédiaire de leur avocat, peuvent également demander au juge du retour de mettre en mouvement ce réseau afin de, en tant que besoin, de sécuriser le retour de l'enfant dans l'état de la résidence habituelle, obtenir des informations sur la procédure qui est en cours dans l'état de la résidence habituelle et obtenir des informations sur les dispositifs qui sont en place, que ce soit au niveau de la protection s'il y a des violences, etc., ou simplement sur l'aide juridictionnelle, puisque ça c'est aussi un point important, bien entendu, et c'est des informations qui peuvent être obtenues par ce biais-là, lorsque ces informations-là n'ont pas déjà été communiquées par l'autorité centrale française, puisque nous aussi, c'est des informations qu'on essaye d'obtenir par le biais de la coopération auprès de nos homologues étrangers. Je précise par ailleurs, sur l'aide juridictionnelle, au sein de l'Union européenne, il existe une directive qui permet d'obtenir l'aide juridictionnelle transfrontière au sein de l'Union européenne. Donc la personne réside en France et a une procédure en Allemagne, elle souhaite obtenir l'aide juridictionnelle dans cet État. Elle contacte l'autorité émettrice en France, donc qui est le SADJAV au ministère de la Justice, et constitue une demande d'aide juridictionnelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement aux demandes de retour, pour ce qui est des demandes juridictionnelles dans ce cadre-là, les traductions sont prises en charge par ce service du ministère de la Justice. Et on parlait tout à l'heure du coût des traductions qui est très important. Voilà, au moins pour ce mécanisme-là d'aide juridictionnelle, les traductions, il n'y a pas besoin de payer des traductions. Par ailleurs, lorsque l'enfant a été déplacé en France, le parent qui est à l'origine de la demande de retour et qui se trouve à l'étranger peut également avoir accès à l'aide juridictionnelle en France. Et dans ce cas-là, au titre de l'article 25 de la Convention de l'aide 80, nous, on fait passer les demandes d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle compétent. À l'inverse, comme je vous l'indiquais plus tôt, la mise en œuvre de la Convention de l'aide 80 est réalisée par chaque État contractant, et on peut constater en pratique que certains États, malheureusement, ne mettent pas à disposition la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle dans l'État concerné, ce qui peut créer un déséquilibre qui n'est pas forcément compréhensible, que ce soit à notre niveau, puisqu'il y a des dispositions claires en la matière dans la Convention de l'aide 80, mais aussi une incompréhension des parents qui se retrouvent à devoir faire les démarches tout seuls à leurs frais à l'étranger. Alors, sur les problèmes qu'on peut constater en pratique au niveau de l'exécution des décisions de retour, le problème des titres de voyage, que je mentionne quand même parce que ça peut être quand même un frein important à l'exécution des décisions de retour. On a notamment une situation que j'ai en tête où il y a eu un déplacement vers un autre État. Le retour a été ordonné, sauf que le parent qui est à l'origine de la demande de retour est en situation irrégulière sur le territoire de l'état de la résidence habituelle. Les enfants sont également en situation irrégulière. Donc pour le passage frontière et pour l'exécution de la décision de retour, forcément ça pose un problème, surtout s'il n'y a pas la nationalité française, si c'est un retour de l'étranger vers la France, il n'y a pas de possibilité d'émettre des titres de voyage par le ministère des Affaires étrangères. Et en tout cas, cette question-là, on voit qu'elle peut vraiment bloquer
l'exécution des décisions de retour, et c'est des questions qui se posent, à laquelle nous, au niveau de l'autorité centrale française, on n'a malheureusement pas de réponse à apporter, puisque c'est les nationalités des personnes et des enfants dans le cadre de la procédure de retour, eh bien, elles peuvent être diverses. On n'a pas, c'est pas aussi notre rôle on essaie de le faire dans la mesure du possible, mais parfois, nous, on se retrouve dans l'impossibilité d'obtenir quoi que ce soit sur ces titres de voyage, et on se retrouve vraiment face à une situation de blocage où l'État qui a ordonné le retour veut exécuter la décision, mais en fait, le parent ne peut pas se déplacer, et même en cas de passage à la frontière, on n'est pas à l'abri à ce que eh bien, il y ait une difficulté parce que les enfants n'ont pas de titre de voyage. Voilà. Par ailleurs, également au niveau de l'exécution des décisions de retour, lorsque l'exécution est faite en France et que le parent demandeur se trouve à l'étranger, le DEDIP peut également intervenir à la demande du parent qui se trouve à l'étranger pour prendre une mesure d'opposition à sortie du territoire, puisque, alors Madame Ebrard disait tout à l'heure que je précise, pour les parents qui résident en France, ils peuvent faire cette demande d'OST auprès de la préfecture, mais pour les parents qui résident à l'étranger, la demande se fait auprès de notre département. Donc, admettons qu'une date d'exécution soit fixée par le parquet et que le parent qui se trouve à l'étranger doive se rendre en France pour récupérer l'enfant et le ramener dans l'état de la résidence habituelle, et bien pour éviter, s'il n'y a pas eu d'IST prononcé, d'interdiction de sortie du territoire prononcée au moment de la décision qui a été rendue en France, le parent qui se trouve à l'étranger peut faire une demande d'opposition à sortie du territoire auprès de notre département, dont la durée de validité est de 15 jours non renouvelables. Voilà. Alors, voilà ce que je pouvais dire, en tout cas, sur la pratique au niveau de l'autorité centrale. Peut-être pour terminer sur un point qui a été évoqué dans la précédente table ronde et que je vais un peu compléter. À notre niveau, on a un rôle, on essaye de coordonner et de transmettre les informations utiles dans un sens et dans l'autre, dans les différentes situations qui se présentent à nous. Nous pouvons également, à la demande du juge en charge de la procédure de retour, essayer d'obtenir des informations sur les dispositifs qui sont en place dans l'état de la résidence habituelle, dispositifs en matière de protection des mineurs, en matière de violence conjugale aussi, en tout cas tout élément qui semble utile pour le juge du retour, ce sont des informations qu'on peut tenter d'obtenir par le biais de la coopération qui est mise en place entre les autorités centrales. Si on n'a pas déjà des éléments sur étagère, parce que parfois, compte tenu du volume de coopération qu'on a avec certains pays, il y a des éléments dont on a déjà connaissance et qu'on peut transmettre très rapidement. Et ce qui permet aussi au juge du retour d'avoir ces éléments le plus rapidement possible pour que la décision intervienne dans le délai fixé par les textes, mais dont on sait qu'il est compliqué à tenir en pratique. Et par ailleurs, je précise également que sur le juge en charge du retour peut également, outre les juges du réseau LAE et l'autorité centrale française, également s'adresser au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, qui peut également intervenir pour faire le lien au sein de l'Union européenne, je précise, avec les autorités de l'autre État, pour soit essayer d'obtenir des informations sur des procédures qui pourraient être en cours dans l'autre État, en tout cas pour essayer de communiquer au maximum et d'avoir que les juridictions qui doivent rendre une décision de retour puissent disposer de l'ensemble des éléments leur permettant de rendre une décision éclairée.
Voilà, je pense que j'en ai terminé de mon côté. Je peux passer la main à ma... J'avais juste une petite question, ou peut-être deux questions. La première, c'est que je rebondis sur ce que vous avez dit concernant la demande de retour. Quand on est dans le cadre de la Convention de la Haye, qu'un parent demande le retour, il en attend beaucoup. Il attend qu'on lui remette l'enfant directement sans qu'il y ait aucune procédure, mais juste une remise de l'enfant. Et que quand il n'y a pas de décision de justice, il est très important de réorienter le parent vers le juge aux affaires familiales territorialement compétent pour qu'il y ait une décision qui soit prise par rapport aux droits parentaux. J'avais aussi une autre petite question, notamment sur la saisine de l'autorité centrale. Nous, au 116 000, on a constaté qu'on était très peu saisis en fait, par les services d'aide sociale à l'enfance, parce qu'il y a une méconnaissance du fait qu'ils peuvent aussi saisir l'autorité centrale et demander le retour de l'enfant. Donc je me demandais si vous aviez souvent ce type de situation et que si vous étiez saisi fréquemment par les autorités, par les services d'aide sociale à l'enfance. Pardon. Oui, alors donc pour répondre à vos questions, sur le premier point, effectivement, alors ça c'est, je pense que c'est aussi les circonstances, voilà, quand on se retrouve dans cette situation-là, je pense aussi que le parent qui se retrouve dans cette situation, il a du mal à réaliser ce qui s'est passé, et même si on essaye d'être exhaustif dès qu'on a connaissance dès que le parent prend notre attache, on essaie d'être exhaustif pour expliquer ce que c'est que la Convention de l'AID 80, qu'est-ce que concrètement la Convention de l'AID 80, que ça implique une procédure judiciaire. Je pense que ces informations, même si elles sont mises par écrit, il y a quand même une difficulté pour appréhender cette information, et c'est pour cette raison-là aussi que souvent, lorsqu'on constate que le parent a vraiment est un peu un peu en panique, on va vraiment en panique face à ce flot d'informations, on le renvoie soit peut-être à un avocat spécialisé qui pourra lui réexpliquer de manière peut-être d'une manière que nous on ne peut pas, en tout cas qu'on n'a pas réussi à atteindre le parent avec nos explications, soit vers le 116 000 également pour accompagner ce parent et aussi lui faire comprendre, parce que il découvre ce monde de la Convention de l'AID 80 où on lui dit qu'il faut qu'il fasse une procédure judiciaire, mais il comprend pas trop la différence avec la procédure au fond. Qu'est-ce que c'est la procédure au fond en fait, et pourquoi je dois faire deux procédures? Et puis parfois aussi on a les parents qui ont une décision en France ou qui sont en cours d'instance en France. Je parle des situations où l'enfant est déplacé vers l'étranger et qui disent mais j'ai une décision, pourquoi je veux juste la faire appliquer à l'étranger. Et en fait, là aussi, il y a d'autres mécanismes qui sont susceptibles de s'appliquer, pas forcément la Convention de l'AID 80, ils peuvent s'appliquer en parallèle, mais effectivement, il y a ce besoin, même si on donne toutes les informations le plus en amont possible, vraiment, on essaie vraiment de tout sur la médiation, sur la procédure. C'est vrai que on voit qu'il y a quand même du temps qui est mis pour comprendre vraiment tous les enjeux de la Convention de l'AID 80. Et sur votre deuxième question, je dirais pas que c'est une majorité de nos dossiers, et effectivement les conseils départementaux n'ont pas forcément connaissance de cette possibilité, mais lorsqu'ils prennent après auprès des conseils départementaux, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus identifié, de par l'activité plutôt sur le volet protection des mineurs. Puisque notre département intervient aussi en matière de protection des mineurs, et qui est d'ailleurs comparé au nombre de dossiers qu'on reçoit à l'année sur les déplacements d'enfants, on a beaucoup plus de dossiers en matière de protection des mineurs. Donc on est un acteur identifié auprès des conseils départementaux. Je dirais que à l'année, on peut avoir peut-être 3-4 dossiers à la demande des services sociaux. La difficulté étant que, compte tenu des délais qu'on peut constater lorsque, par exemple, quand l'enfant est déplacé vers l'étranger, les délais de la procédure de retour
qui ne sont pas forcément de 6 semaines, eh bien, en fait, l'enfant qui est placé auprès des services sociaux, il est placé dans le cadre d'une mesure. Et la mesure, elle a une date d'expiration. Et donc, en fait, au moment où donc le placement, si le placement, admettons, arrive à échéance, va se poser aussi la question, voilà, en parallèle de la procédure de retour, si ça fait plus d'1 an que la procédure de retour est en cours, forcément le juge des enfants qui est amené à se prononcer sur le prolongement ou non de la mesure de placement, il va se demander en fait dans quelle mesure je dois prolonger la procédure le placement. Et si jamais, et on a eu des situations où le juge des enfants a finalement décidé de lever le placement, on s'est retrouvé un peu dans un vide, puisque le conseil départemental n'était plus titulaire de l'autorité parentale au sens de la convention, mais derrière il y a quand même des parents qui existent quand même. Donc en fait on se retrouve dans des situations un peu complexes quand la procédure de retour met un peu de temps, et par ailleurs aussi tous les conseils départementaux n'ont pas alors il y a les frais engagés, et par ailleurs n'ont pas forcément le réflexe ni de s'engager dans ce type de procédure. Voilà. Si je peux rebondir juste, je pense qu'il y a aussi une question de timing, c'est-à-dire que les enfants sont placés auprès des services départementaux. Le réflexe du service départemental, c'est pas d'appeler 16 000, c'est de prévenir son juge des enfants. Et le juge des enfants prévient son parquet, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, l'association n'est pas saisie. Après, ça se passe vraiment à notre niveau, à nous, où le juge des enfants saisit le DEDIP aussi directement, puisqu'il peut le faire. Mais voilà, après, finalement, le service départemental, l'ASE, elle est là, elle a signalé le déplacement. Souvent, d'ailleurs, c'est un des parents qui a emmené l'enfant à l'étranger. Et voilà, c'est pour cette raison que votre association n'est pas saisie dans ce cadre-là, en fait, à mon avis. Je vous remercie. Merci, Madame Sédic, pour ces précisions. Je propose de passer la parole à Madame Alain, qui est vice-procureure au tribunal judiciaire de Paris. Bonjour à tous. Donc, je vais expliquer rapidement le rôle du parquet. Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a une juridiction compétente par cour d'appel. Moi, je suis au parquet de Paris. Donc, c'est Paris compétent pour l'ensemble de la cour d'appel. Là, il faut bien que tout le monde ait conscience que la cour d'appel de Paris, c'est le TJ de Paris, le TJ de Bobigny, le TJ de Créteil, le TJ d'Évry, Meaux, Fontainebleau, Melun. Donc, en fait, c'est un ressort vraiment absolument énorme et une population énorme. Donc, je pense que peut-être une moitié des demandes du DEDIP arrivent chez nous à Paris. Alors, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on en a une grande quantité. Et comme l'a expliqué ma collègue, Madame Sédic, moi, je ne suis pas seulement saisie... Enfin, le DEDIP ne nous transmet pas seulement les demandes de convention de l'AE d'enlèvement d'enfants, enfin, enlèvement parental, mais on a aussi donc, tout ce qui est demande des services sociaux à l'étranger quand les enfants ont été emmenés en France. Donc, voilà, on a une quantité de dossiers assez importante et on fait comme on peut avec ce qu'on a. La position du parquet. Alors, tout d'abord, on est régulièrement saisi par le DEDIP. En fait, la plupart du temps, on est saisi par le DEDIP, mais il arrive certaines situations où en fait, c'est les avocats eux-mêmes qui entreprennent la procédure, et nous, on n'est que partie intervenante. Et à ce moment-là, on sera présent à l'audience pour donner nos réquisitions et notre positionnement, mais à partir uniquement des pièces qui ont été, et des conclusions, enfin l'assignation puis des conclusions qui ont été transmises par les avocats des parties. Lorsque nous, on est saisis par le DEDIP, pour le coup, ce qui est quand même la majorité des dossiers, dans tous les cas, et je pense que Paris aussi est un peu porte d'entrée pour ça. Dans beaucoup de dossiers, on est saisi parce qu'on ne sait pas où est le parent qui a enlevé l'enfant. On sait qu'il est sur le territoire français, on ne sait pas où. On n'a pas d'adresse. Et nous, il y a déjà toute une première étape qui va être d'essayer de localiser le parent et l'enfant et savoir où ils sont. Donc pour ça, nous, on travaille avec la brigade de protection des mineurs, qu'on saisit systématiquement pour déjà déterminer où est le parent. Est-ce qu'il est bien sur le territoire français? Parce que parfois, on découvre qu'en fait, on pensait qu'il était sur le territoire français, mais il n'est même pas en réalité sur le territoire français, ou en tout cas, on n'en trouve pas de traces. Et donc, nous, notre première étape, ça va être celle-ci,
de saisir la brigade de protection des mineurs pour trouver où est l'enfant et le parent. Et ça, déjà, ça peut prendre un certain temps parce que si l'enfant est scolarisé avec une réquisition auprès de l'Éducation nationale, la brigade de protection des mineurs arrive assez rapidement à retrouver l'enfant et le parent. Mais parfois, si c'est des tout petits enfants qui ne sont pas scolarisés, on peut mettre énormément de temps, enfin ça peut prendre vraiment plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour retrouver l'enfant et le parent sur le territoire français. Donc c'est vrai que là, par rapport au délai de la Convention de La Haye, on peut être... Enfin déjà, nous, parquet, on prend du temps, en fait, pour essayer de trouver l'enfant et le parent. Une fois qu'ils sont sur, enfin qu'on a déterminé qu'ils sont sur le ressort de la Cour d'appel de Paris, parce que c'est là que, enfin, je parle par rapport à ma petite expérience. La première chose qu'on fait nous à Paris, c'est faire entendre le parent qui a enlevé l'enfant par le service d'enquête compétent. C'est-à-dire que ce ne sera pas la brigade de protection des mineurs. On transmet le dossier. Alors tout ça se fait quand même de façon dématérialisée, hein, mais on saisit le commissariat local pour que la personne, le parent soit entendu. Parce que c'est toujours intéressant pour nous, déjà, de lui signifier. Alors en général, ce parent, alors s'il y avait une adresse, normalement il a reçu un courrier du DEDIP. S'il n'y avait pas d'adresse, bon, bah, on part de rien. Et pour nous, c'est important que ce parent, on ait une première fois en fait, ses explications de pourquoi il en est là et les documents qu'il peut avoir parce que dans la saisine, il peut manquer un jugement de l'autre parent. Enfin voilà. Donc c'est toujours pour nous important d'avoir cette vision et ces explications du parent qui est en France et ça nous permet aussi d'avoir des éléments sur la situation de l'enfant ou des enfants et comment ils sont... quelle est leur situation de vie, leur environnement de vie en France. À partir de là, les services d'enquête locaux nous retournent ces PV d'audition. Et alors déjà, juste, pour nous, parfois, ça peut prendre un certain temps parce que autant moi, travaillant au parquet de Paris, mobiliser un commissariat dans Paris, c'est très facile parce que ce sont mes interlocuteurs quotidiens. Mobiliser un commissariat, je sais pas, le commissariat de Meaux ou un commissariat, ou parfois même des gendarmeries, puisque si on va sur Évry, vous voyez, on est sur des zones gendarmerie, etc. C'est déjà plus difficile en fait, parce que je suis pas leur interlocuteur naturel, et ça peut prendre des fois un peu plus de temps qu'ils comprennent l'urgence et la nécessité d'aller rapidement. Il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'en général, c'est géré par les BLPF. Les BLPF, au sein des commissariats, c'est Brigade locale de protection de la famille. Donc ça veut dire que ce sont en général les enquêteurs qui traitent aussi toutes les violences conjugales, toutes les violences intrafamiliales, avec les urgences que ceci peut avoir. Et ils ne perçoivent pas toujours la nécessité de célérité dans les dossiers Convention de La Haye, qui en plus, ce n'est pas une enquête, c'est une audition qu'on leur demande. On n'ouvre pas d'enquête en réalité. On est dans un cadre un peu différent. Donc parfois, on est obligé même de leur prendre presque la main pour leur dire non, sur votre procès-verbal, voilà ce qu'il va falloir noter. Ce n'est pas comme une enquête habituelle. Voilà, on doit vraiment leur expliquer les choses. Ce qu'on leur fait remettre aussi, on demande toujours avec cette audition, on leur transmet la documentation du DEDIP qui explique qu'il y a une médiation possible et tout ce qui peut être fait. Et normalement, les services d'enquête doivent transmettre les documents aux parents qui est entendu. Une fois qu'on a le retour de cette audition, on transmet au DEDIP toujours. En fait, on est en communication constante avec le DEDIP. Dès qu'il se passe quelque chose dans le dossier, c'est très fluide. D'un côté ou de l'autre, en fait, c'est vraiment beaucoup d'échanges d'informations en permanence. Et on va décider d'assigner et de saisir le tribunal, donc en l'occurrence pour moi, Madame Ebrard, pour que l'affaire se poursuive. Il y a un sujet épineux qu'on a un peu abordé aujourd'hui, c'est les violences conjugales. Alors, j'ai vu des dossiers où, clairement, effectivement, alors si c'est la femme qui est sur le territoire français, elle évoque des violences conjugales, mais on sent... Enfin, comment dire ? C'est évoqué comme ça, mais il n'y a aucun élément complémentaire. On reste un peu dans le vague. Par contre, il y a eu des dossiers où on pouvait avoir des photos amenées par la personne qui avait fui son pays, enfin son pays de résidence habituel. On pouvait avoir des éléments complémentaires et
on sent qu'il y a une situation réellement de violence conjugale importante. En fait, moi, dans ces cas-là, je signale au DEDIP, en fait, qu'il y a potentiellement une femme qui a été victime de violences conjugales, avec peut-être potentiellement un mari ailleurs ou un père ailleurs qui peut utiliser l'enfant pour essayer de retrouver cette femme. Donc, dans ce cas-là, nous, on transmet les PV, mais on fait toujours gommer l'adresse de la femme pour pas que le conjoint en ait connaissance, et en tout cas pas à ce stade-là de la procédure. Donc en fait, on transmet les PV au DEDIP, qui transmet donc à l'autorité centrale. Tout ça se fait en bonne entente. À l'autre autorité centrale. Mais voilà, en ayant gommé la possibilité pour la partie adverse de trouver facilement l'adresse de la femme, en l'occurrence, qui est sur le territoire français. C'est arrivé peut-être 2 fois cette année, mais ça m'a semblé important. Et ça permet après d'avoir le retour du conjoint, enfin du demandeur à l'application de la Convention, et d'avoir ses explications ou pas. Et bon, s'il a des explications, après, on peut réévaluer les choses et voir comment on organise les choses. Mais là, du coup, je soulève un sujet qui est quand on est persuadé, parce que j'ai eu un dossier où vraiment on avait même des expertises psychiatriques de la femme et de l'enfant, il y avait eu des violences. Alors, on est dans le cadre civil, c'est pas mon environnement naturel. Moi, au pénal, j'ai l'opportunité des poursuites. Je peux dire, j'arrête là. Au civil, je peux pas, en fait. Et donc, l'idée, c'était le mari, enfin le père était insistant. Il voulait absolument quand même assigner, et donc il voulait avoir l'adresse de la femme pour pouvoir assigner. La femme, à ce stade-là, elle n'avait pas d'avocat, pas de domiciliation, rien du tout. Donc je dis, dans ces conditions, c'est nous, parquet, qui allons assigner. Mais je soulève la question à un moment donné, dans la procédure, risque d'apparaître l'adresse de cette femme. Et donc, à un moment donné, le père peut retrouver la femme et l'enfant. Et voilà. Et quand il y a un réel risque, je soulève la question de est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un moyen d'expliquer à ces femmes qu'elles peuvent demander une domiciliation chez un avocat pour que leur adresse n'apparaisse pas. Alors, dans ce cas-là, on peut faire du bricolage. C'est-à-dire que moi, j'appelle le commissariat en disant écoutez, la gendarmerie, reconvoquez-la, expliquez-lui, etc. Alors, pour peu que ce ne soit pas à Paris, en plus, alors c'est encore plus compliqué pour moi parce que je ne connais pas les avocats du tout. Donc, je peux dire référez-vous au barreau, ils doivent avoir une liste des avocats spécialistes en la matière. Mais voilà, c'est un peu du bricolage. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait évoluer de ce point de vue-là. Voilà, quelque chose peut-être à réfléchir. Je pose ça là. Quand je reviens à l'audience, la position du parquet, c'est on n'est pas là pour une partie ou pour l'autre, même quand on assigne en fait. Mon positionnement à l'audience, c'est de dire est-ce que je suis dans les critères de la Convention de la Haye ? Oui, non. Et est-ce qu'on est dans le cadre des exceptions ? Oui, non. Si j'estime qu'on n'y a eu qu'une exception, enfin qu'on est dans le cadre de la Convention et qu'il n'y a pas d'exception qui s'applique, je vais requérir le retour de l'enfant dans les meilleurs délais avec exécution provisoire. Si, au contraire, il est soulevé des exceptions à l'audience, je peux évidemment revenir sur mes réquisitions et m'en rapporter et laisser à la juge la possibilité de statuer selon ce qu'elle estimera. Ce qu'il faut que les avocats n'oublient pas, et je pense qu'ils n'y pensent pas souvent, c'est que le parquet est présent. Le parquet a besoin de vos conclusions et de vos pièces avant l'audience, parce que sinon on les découvre à l'audience. Et c'est toujours un peu un moment, on doit se positionner très rapidement avec ce qui est à l'audience, qu'on a le temps de regarder en 5 minutes. Et donc, il ne faut pas oublier, et je pense que ce n'est pas un réflexe parce que le parquet, pareil, est vu dans sa position pénale, mais là, le parquet est dans une position civile. Et on a vraiment, vraiment besoin d'avoir vos conclusions et vos pièces avant l'audience. Ça nous permet de nous positionner un peu mieux et d'avoir tous les éléments en main pour prendre les réquisitions qui sont le plus adaptées possible. Et c'est aussi très important pour moi, en tant que parquetier, au moment de ce que je vais aborder là, c'est l'exécution, surtout s'il doit y avoir une exécution forcée. Parce qu'une exécution forcée, c'est difficile. C'est un moment où on sait qu'il risque d'être traumatique pour l'enfant. Et avoir un avocat comme interlocuteur avec lequel on peut organiser les choses pour que ça se fasse le plus sereinement possible est pour moi absolument
en tout cas de mes expériences de l'année passée, la présence d'un avocat avec lequel échanger, que ce soit l'avocat du parent qui a enlevé l'enfant ou l'avocat en France du parent qui était en demande, avoir au moins un avocat comme interlocuteur permet d'organiser au mieux cette exécution forcée. Donc, une fois que la décision est rendue, très rapidement, nous, on fait notifier la décision, en général, par les services d'enquête. C'est-à-dire que le service d'enquête qui a entendu le parent, on lui renvoie la décision et on demande de reconvoquer le parent. Alors, on fait la notification par voie d'huissier, mais aussi on fait reconvoquer le parent par le service d'enquête pour savoir comment ce retour de l'enfant, quand le retour a été décidé, va être organisé. Ah oui, alors juste, s'il y a appel, je tiens à préciser cela, ma position jusqu'à maintenant, c'est bien qu'il y ait l'exécution provisoire, normalement, les délais étant très courts, c'est d'attendre la décision de la Cour d'appel, parce que je pense que c'est encore plus incompréhensible pour moi, il y a une notion, ce sera incompréhensible pour le parent de dire vous avez fait appel, mais comme il y a l'exécution provisoire, on fait repartir l'enfant tout de suite. De toute façon, les délais sont relativement courts. Et donc, j'avoue, je préfère attendre la décision de la Cour d'appel. Comme ça, pour moi, après, il y a moins de discussion et il y a moins de portes ouvertes à la discussion. Donc, on fait entendre le parent, on demande s'il est d'accord pour un retour. Et la difficulté, c'est quand le parent ne veut pas renvoyer l'enfant. Et c'est dans ce cas-là qu'il faut nous tout organiser, c'est-à-dire que, surtout si on a des enfants en très bas âge, on est obligé d'avoir quelqu'un qui va récupérer, donc en général le parent en demande, qui va récupérer l'enfant en France au moment où les policiers ou les gendarmes vont aller au domicile le prendre chez le parent que je vais appeler rapteur. Et donc voilà, il faut une coordination qui soit vraiment très fine parce que en fait notre objectif, si vous voulez, les policiers ils rentrent dans la maison, ils prennent l'enfant, donc déjà c'est quelque chose d'assez violent par définition. Parce que forcément ça se passe dans les cris et les larmes, ça ne peut pas être autrement, je pense, la plupart du temps. Et dans ces cas-là, l'objectif, c'est pas que les policiers repartent avec l'enfant, l'amènent au commissariat et qu'on attende 2 heures, 3 heures, 4 heures qu'il y ait quelqu'un qui vienne chercher l'enfant. C'est pas ça. C'est pas non plus de le foyer, de le placer, même un temps limité, à l'aide sociale à l'enfance. Parce que les foyers de passage à l'aide sociale à l'enfance, si c'est pour quelques heures, quelques jours, si on peut l'éviter pour un enfant qui déjà va repartir dans son pays de cette façon un peu brutale, l'objectif, voilà, en tout cas dans ma pratique, c'est vraiment de coordonner les choses et donc de demander à ce que le parent qui doit venir récupérer son enfant soit présent au moment où les policiers interviennent. Donc voilà, le rôle du parquet, c'est vraiment d'être coordonnateur et on a besoin pour ça d'avoir des avocats qui sont nos interlocuteurs puisqu'on ne peut pas, nous, contacter les particuliers directement. J'ai eu le cas cette année d'un retour ordonné. La mère s'était conformée, sauf que l'enfant repartait avec l'oncle. Et donc, à l'aéroport, toute la famille a été arrêtée, puisque forcément, il y avait l'IST. Et donc, l'enfant s'est retrouvé placé. Alors, en plus, c'était Beauvais, parce que c'était EasyJet, ou je ne sais plus quelle compagnie. Et donc, dans ce cas-là, même pour nous, en fait, là aussi, c'était l'avocate de la mère qui a pris contact avec moi en disant « Attention, l'enfant était parti pour rentrer dans son pays. À cause de l'IST, tout a été bloqué à l'aéroport et actuellement, il est placé. » Donc là, c'était vraiment panique à bord. Et donc, moi, voilà, le fait que l'avocate de la mère ait pris contact avec moi, ça m'a permis de prendre contact avec le parquet de Beauvais pour leur dire attention, je vous envoie la décision de retour. Effectivement, il y avait une IST, mais là, l'enfant, il peut repartir avec son oncle. Il n'y a pas de difficulté. On est vraiment, elle a donné son accord. Il repart dans le pays auprès du père. Mais voilà, il y a vraiment... Moi, ce besoin de contact avec les avocats, je trouve que c'est fondamental, en fait, pour organiser au mieux le retour. Je voulais dire autre chose aussi, une dernière chose à propos des IST. Alors oui, quand on est dans la situation de crise, on fait inscrire l'IST, sauf que au bout d'un moment, la situation de crise, ça redescend, 3, 4 ans, 5 ans, puis les parents, ils ont oublié qu'ils avaient demandé une IST à un moment donné. Et nous, alors à Paris, la PAF nous appelle régulièrement pour des enfants qui sont bloqués à la frontière, alors qu'il n'y a plus d'histoire d'enlèvement. C'est-à-dire que
récemment, j'ai eu l'histoire pour une jeune fille de 17 ans. Alors, c'est une IST qui datait d'il y a 10 ans, je crois. Elle devait partir en voyage avec son école à l'étranger, etc. Elle était bloquée à la frontière. Le parquet ne peut pas lever une IST. On ne peut rien faire. Donc, quand il y a une IST qui a été prononcée, il faut que les avocats pensent à dire à leurs clients qu'à un moment donné, quand la situation sera apaisée, qu'il n'y a plus de crainte, de demander la main levée de l'IST auprès du juge qui l'a prononcé, en l'occurrence le juge aux affaires familiales. Si cette demande n'est pas faite, le parquet ne peut pas lever l'IST, on ne peut rien faire. Il y a alors, en situation d'urgence, quand la main levée n'a pas été demandée dans les temps et parce qu'il y a un temps d'audiencement, ce qui peut être fait, c'est que les deux parents vont au commissariat ensemble, dire qu'ils sont d'accord pour que l'enfant parte à l'étranger de telle date à telle date, etc. Mais encore faut-il que les deux parents s'entendent suffisamment à ce moment-là pour le faire et pour organiser les choses. Donc voilà, moi, vraiment, l'IST, c'est une bonne solution. Enfin, c'est important, on en a besoin. Mais pendant la période de crise, mais il faut penser qu'elle reste après inscrite et qu'il faut vraiment penser à demander la main levée. Voilà. Merci Madame Alain. On a beaucoup parlé de la question de l'enlèvement parental. Par contre, on n'a pas parlé de la question du respect des droits de visite transfrontière. Est-ce que vous pourriez nous parler du rôle du parquet dans ce cadre-là ? Non, pas du tout, parce que pour le coup, j'ai jamais été confrontée à ce type de sujet. Ah si, non, j'ai quand même oublié de dire quelque chose sur l'enlèvement parental, pardon. Il y a la voie pénale qui est souvent envisagée par les avocats. Oui, on en a un peu parlé tout à l'heure, excusez-moi. Du coup, je reviens là-dessus. La voie pénale qui est souvent envisagée pour les plaintes pour non-représentation d'enfants. Alors, ça vous a été dit, la voie pénale n'est pas forcément la voie idéale, parce que effectivement, si on va sur une non-représentation d'enfant avec un parent qui est parti à l'étranger, donc on a les circonstances aggravantes, nous, on peut effectivement demander un mandat d'arrêt, si on estime que tout est bien, que tout est parfaitement caractérisé. Qui dit mandat d'arrêt dit effectivement, si la personne est interpellée, placement en garde à vue et risque d'incarcération. Il y a beaucoup de pays, notamment au sein du Conseil de l'Europe, qui ont connaissance de nos conditions d'incarcération actuellement en France et qui, par définition, à ce moment-là, là je parle de l'enfant parti à l'étranger, ne vont pas donner leur accord pour un retour de l'enfant en France parce qu'ils ont peur que le parent qui est parti, dès qu'il passe la frontière, soit placé en détention dans le cadre du mandat d'arrêt. Je parlais de l'Allemagne. Clairement, les Allemands, si le parent est en Allemagne et que les enfants sont en Allemagne, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, les juges allemands ne vont pas autoriser le retour, même sur le fondement de la Convention de La Haye, au motif qu'il y a le risque d'incarcération du parent qui est parti avec eux. Et compte tenu de nos conditions de détention en France, pour eux, c'est rédhibitoire. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de retour des enfants en France. C'est pour cette raison. Alors, en fait, après, on commence à connaître les pays avec qui ça fonctionne bien, la Convention de La Haye, et ceux avec qui ça ne fonctionne pas bien. C'est pour cette raison que parfois, alors les gens, parfois, ici, ils n'ont pas d'avocat, ils vont le réflexe, ils vont déposer plainte. Systématiquement, moi, je dis aux enquêteurs d'orienter les gens vers le DEDIP en donnant l'adresse en traite civile internationale, en disant, voilà, là, vous aurez les explications pour demander un retour Convention de La Haye, sur le fondement civil, qui sera peut-être plus effectif qu'une décision pénale qui, en plus, on ne pourra pas appliquer, qui sera compliqué à appliquer, surtout si on est sur du transfrontière, etc. Donc, il y a des cas où le pénal, bien que je sois au parquet, c'est vraiment pas du tout la voie idéale, et c'est même à éviter, parce que si je reprends mon exemple de l'Allemagne, moi, parquet français, j'ai l'opportunité des poursuites. Le parquetier allemand, il n'a aucune opportunité des poursuites. Donc, pour les magistrats allemands, à partir du moment où il y a une enquête pénale et un mandat d'arrêt qui a été pris, de toute façon, on va l'appliquer quoi qu'il arrive et il n'y aura pas, y a pas d'opportunité à un moment donné de dire non, on renonce, etc. Donc, vraiment, selon les pays, la voie pénale n'est pas du tout adaptée. Et sur donc, les droits transfrontières, moi, je n'ai jamais été saisie, en fait. Donc, je n'ai pas d'expérience à faire partager. D'accord, je vous remercie. J'avais aussi une autre question. Vous aviez abordé la compétence du tribunal judiciaire de Paris et du parquet de Paris sur le fait que quand l'enfant n'est pas localisé, c'était vous qu'on saisissait
quand il s'agit de la Convention de la Haye, mais quand on n'est pas dans le cadre de la Convention de la Haye et qu'on est dans le cadre d'une convention bilatérale ou en dehors de toute convention, est-ce qu'on peut saisir le parquet de Paris quand il y a un enlèvement parental vers la France et qu'on ne sait pas où se trouve l'enfant? De manière générale, alors peut-être que je me trompe, mais je crois que le DEDIP rentre par le parquet de Paris, quel que soit le pays, l'autorité centrale, enfin, ou l'origine, pardon, quel que soit le pays d'où est le demandeur. Je pense que Paris est porte d'entrée parce qu'il y a la brigade de protection des mineurs, pour le coup, qui travaille très bien pour localiser. Après, c'est vrai que si l'enfant et le parent n'est absolument pas sur le ressort de la Cour d'appel de Paris, nous, on se dessaisit évidemment au profit de la Cour d'appel compétente ou du tribunal compétent si on est dans une convention bilatérale. Enfin, voilà. Mais ça, toujours en accord... Enfin, en général, c'est le DEDIP aussi qui nous dit, parce que je ne saurais même pas... Alors, vous voyez, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, je peux vous dire que c'est Marseille. Mais par exemple, Cour d'appel de Lyon, je suppose que c'est Lyon, mais je n'en suis pas sûre et certaine. D'autres cours d'appel de l'Est, par exemple, je ne saurais pas vous dire. Par exemple, Cour d'appel de Nancy, c'est peut-être Strasbourg, c'est peut-être Nancy, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que là, moi, j'échange avec le DEDIP pour savoir. Je posais surtout la question par rapport aux pays hors convention. Comme le DEDIP n'est pas saisi sur ce type de situation, nous, parfois, on a des situations d'enlèvement parentaux de pays hors convention et c'est vrai qu'on les oriente vers le parquet de Paris sans vraiment être sûr de la compétence du parquet de Paris sur ces situations. Donc, c'était par rapport à ça que je posais la question. Et puis, Madame Alain, vous l'avez dit, l'avocat a un rôle à jouer, que ce soit pendant la demande de retour ou les procédures judiciaires, mais également après, ce qui nous amène à notre intervenante suivante, Madame Aladuca. Bonjour à tous. Donc, j'interviens ici avec double casquette. Je suis avocate, mais je suis également ex-juriste de 116 000, où j'ai passé plusieurs années et cela m'a donné vraiment une énorme expérience sur le plan juridique parce qu'on voit les déplacements dans les cadres encadrés par des textes internationaux, mais on voit aussi énormément de situations hors convention. Et c'est sur cela que je vais essentiellement me concentrer dans mon discours. Mais ça permet aussi de voir l'impact à long terme sur le parent et sur l'enfant de ces situations. C'est quelque chose qui a été beaucoup discuté lors du premier table ronde, mais en pratique, il y a beaucoup des avocats qui oublient que derrière cette gestion de dossiers juridiques, il y a une vie humaine et parfois il y a une tragédie familiale parce que heureusement, il y a beaucoup de situations qu'on arrive à les gérer au bien et l'enfant, il garde le contact avec deux parents, mais il y a aussi beaucoup de situations où le parent perd tout contact avec l'enfant et cela à vie. Donc, en tant qu'avocat, de ce fait, je me dis un accompagnement réussi, qu'est-ce que c'est quand on accompagne la situation et on permet à un enfant de changer le pays sans perdre sa famille. Et la famille au sens large, parce qu'on a beaucoup parlé des parents, on a parlé un peu d'enfants, mais on a complètement oublié qu'il y a des grands-parents, qu'il y a peut-être des mes sœurs, de mes frères. Donc là, je parle de la famille au sens large. Donc c'est quelque chose à ne pas oublier. En tant qu'avocate, je vais commencer par le cadre juridique. Je vais d'abord rebondir, tant que je n'ai pas oublié, sur ce qu'a dit sur l'aide juridictionnelle Madame Sidir. Effectivement, il y a l'aide juridictionnelle qui est prévue, mais qui fonctionne surtout quand on est au sein de l'Union européenne, avec un énorme limite, parce que dès que le déplacement a eu lieu vers l'étranger, l'aide juridictionnelle elle est accordée selon les ressources. Et la France, quand même, se positionne bien, même avec un SMIC, on dépasse le seuil des ressources qui permettent d'avoir l'aide juridictionnelle à l'étranger. Donc, il y a l'aide juridictionnelle, mais qui est très, très limitée. Donc, et quand on est en dehors de l'Union européenne, souvent, il n'y a rien. Et ça, c'est quelque chose vraiment à changer au sein du système français de la prise en charge de l'aide juridictionnelle dans le cadre des dossiers internationaux pour les déplacements qui ont lieu de la France vers l'étranger. C'est quelque chose que, au niveau politique, je trouve, est complètement oublié.
parce que l'aide juridictionnelle, donc ce sont les traductions, ce sont les frais d'avocat et les avocats à l'étranger dans les pays, on dirait en phase de développement, dès qu'il s'agit d'un dossier étranger, tout de suite, il applique les tarifs parfois plus élevés que les tarifs des avocats parisiens. Donc, c'est quelque chose qui est complètement oublié quand on parle de l'aide juridictionnelle. L'autre problème de l'aide juridictionnelle, quand il s'agit de déplacements vers la France, souvent, ça passe quand un parent a des moyens. Il cherche un avocat spécialisé, il le trouve. Et quand le parent n'a pas de moyens, donc il prend un avocat avec l'aide juridictionnelle qui n'est pas spécialisé. Et dans ce cas, il y a beaucoup de failles dans la gestion de cette situation de la part d'avocats, de la part de magistrats aussi, parce que le magistrat, il reste en quelque sorte coincé par rapport à ce que l'avocat a demandé pour son client. Et à ce titre, je vais commencer par une situation hors convention, les situations qui sont les plus difficiles. Donc, c'était la situation, le couple qui vivait en France. Lui, il est algérien et elle est ressortissante d'un État tiers par rapport à l'Union européenne. Une fois, donc, le couple se déchire, le père, il a pris l'enfant et il est parti en Algérie. Sauf que la convention franco-algérienne, elle ne s'applique pas, parce que si le texte international se fond sur le critère du pays de la résidence de l'enfant, donc les conventions bilatérales s'attachent aux critères de nationalité. Donc, dans cette situation, la convention ne pouvait pas jouir, donc on se retrouvait dans les situations hors convention. Et l'avocat qui accompagnait donc cette mère qui vivait cette rupture avec l'enfant, il a demandé l'autorité parentale exclusive de la mère. Donc, la situation, le père donc, déplace l'enfant vers un pays musulman. La mère qui saisit le juge sur place parce que dans les cas hors convention, on a le choix, soit on obtient la décision en France et par la suite on passe par l'exécutoire dans le pays de refuge de l'enfant, soit on saisit directement le juge étranger. Donc l'avocate dans cette situation, ce n'était pas une avocate spécialisée, elle a demandé l'autorité parentale exclusive, le juge qui a suivi la demande de la mère, il a accordé donc, cette autorité parentale exclusive. Et en conséquence, la décision ne pourrait jamais être exécutée à l'étranger. Mais le temps de comprendre cela, le temps passe, l'enfant s'intègre, l'enfant grandit. En plus, dans beaucoup des pays du droit musulman, il y a le critère de l'âge de l'enfant, du sexe de l'enfant. Donc, selon si c'est la fille ou le garçon, la résidence habituelle ne sera pas accordée à la mère forcément, peut-être c'est le père. Donc, il y a beaucoup de critères à prendre en compte et c'est à l'avocat de prendre la responsabilité de bien gérer le volet juridique de la situation, de se mettre en contact avec l'avocat à l'étranger pour se renseigner quelle est la loi. Est-ce qu'on a l'intérêt de saisir le juge en France? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on demande pour que la décision soit exécutable à l'étranger? Ou est-ce qu'on a l'intérêt de saisir le juge du pays de refuge? Après, selon les pays, parfois, c'est plus intéressant de saisir pas forcément le juge du pays de la résidence habituelle de l'enfant. Par exemple, en cas de déplacement vers la France, on sait qu'en France, on est sur le principe de coparentalité et ce n'est pas toujours le cas dans le pays de la résidence habituelle de l'enfant. Donc parfois, on a même l'intérêt de ne pas demander la décision au fond de l'autorité parentale dans le pays de la résidence habituelle de l'enfant, mais de saisir directement le juge français qui donnera plus des droits aux parents, aux deuxièmes parents, et qui prendra la position pour équilibrer la décision, pour donner la place au père et à la mère, peu importe qui a fait le déplacement des sites d'enfants. Donc, dans cette situation, c'est le rôle d'avocat aussi. Si un client vient et l'avocat, il n'est pas spécialisé, c'est avoir la dignité de refuser ce dossier. Donc, je considère que c'est aussi
c'est aussi se mettre en question, est-ce qu'on est capable de gérer ce dossier ou non, parce que si on le gère mal, derrière, c'est la tragédie humaine qui est parfois irréparable. Donc, par rapport à qu'est-ce que je voulais aussi dire, donc, en dehors de cette réflexion, quel est le droit, donc obligatoirement travailler avec un avocat à l'étranger, concernant les exécutions des décisions de retour ici en France, parce que quand même c'est ça le sujet de ce table rond. Ici, le rôle d'avocat est aussi être un interlocuteur, un bon interlocuteur entre l'autorité centrale, entre le parquet, entre le magistrat, entre le parent, pour lui expliquer si la décision de retour est rendue, il faut le respecter, pour expliquer aux parents que vous restez les parents à vie. Donc, notre mission d'avocat, certes, elle se termine avec la fin des procédures, mais pour vous, vous serez dans cette situation familiale, même séparés de l'autre parent, jusqu'à toute votre vie. Donc, plus vous gérez au mieux sur le plan psychologique la situation, mieux c'est, d'où l'intérêt d'associer un médiateur, d'où l'intérêt à peut-être parfois même discuter avec le parent, peut-être que ça vaut le coup d'accepter ce déplacement illicite, parce qu'en France, quand même, si on met en place une convention parentale et on prévoit les frais de déplacement de l'autre parent vers la France, la prise en charge de logement, on sait que cette décision sera respectée. Après, la convention parentale, c'est un super outil pour gérer toute la période des procédures en France en cas d'une demande de retour qui a lieu en France, mais c'est aussi un instrument pour prévoir et organiser autant que possible les modalités d'exercice de l'autorité parentale post-retour ou après le déplacement. Et avec toutes ces limites, également comme quand on saisit le juge, on se pose la question, est-ce que cette notion de la convention parentale, d'abord, elle existe dans le pays, on va la faire exécuter. Il y a les pays, par exemple, ce n'est pas dans le droit, mais on voit qu'il y a un glissement vers la reconnaissance, comme Tunisie, comme Algérie, mais ce n'est pas dans leur droit. Il y a les pays qui ignorent complètement donc, la notion de la convention parentale, ça ne serait jamais reconnu, donc ça ne sert à rien. Et il y a les pays qui vont accorder exécution, mais seulement au volet pécuniaire. Par exemple, tout ce qu'on met en place comme la pension alimentaire, comme les frais de déplacement, mais tout ce qui est non patrimonial, ça ne serait jamais reconnu. Donc, c'est aussi un outil, mais un outil à gérer intelligemment. Donc, je ne sais pas si peut-être à travers de cette expérience, je me rejoins à 100% donc à la proposition de la première vice-présidente du tribunal judiciaire sur le point qu'il faut des juridictions spécialisées. Et ça permettra également d'associer les bureaux d'aide juridictionnelle et de créer au sein de ces bureaux des cellules d'avocats spécialisés, parce qu'on peut être spécialisé en droit de la famille, mais pas forcément en matière de déplacement illicite d'enfants. Et il faut réfléchir encore une fois sur l'aménagement et la prise en charge des frais pour les situations hors de la France, si le parent il réside en France. Donc, je vous remercie. Merci Madame Ducas. Je voulais juste rajouter quelque chose en termes d'exécution. C'est de dire que la manière dont ce sera exécuté dépend du pays dans lequel on souhaite exécuter. Et les arsenals juridiques sont différents et les moyens sont différents en fonction des pays. Dans certains pays, il n'existe même pas en matière familiale de moyens d'exécution forcée des décisions. Donc ça peut aussi représenter un obstacle dans le cadre de l'exécution des décisions. Je veux juste ajouter, oui, et ça concerne non seulement les pays hors convention, mais ça peut être aussi le cas des pays qui sont liés par la convention de La Haye.
Et en plus, il ne faut pas oublier, même si le pays fait partie de la Convention de La Haye, ce n'est pas forcément qu'il applique cette convention de la même manière qu'on l'applique en France. Peut-être ce pays va à 100% donner la résidence aux parents qui a la nationalité de l'État. Il y a les pays donc, qui n'ordonnent jamais le retour des enfants dès qu'ils ont la nationalité de ce pays, même si le pays est lié par la Convention de La Haye ou un autre instrument. Donc, tous ces éléments à prendre en compte également. Et c'est surtout le rôle d'avocat d'expliquer cela aux magistrats et expliquer cela aux parents, qu'on peut gagner sur tous les fronts, et ça même au sein de l'Union européenne, ici en France, dans un autre pays, ici je pense à la situation en Pologne, quand l'exécution, malgré tous les instruments qui existent, on a des situations qui sont bloquées. L'enfant a déjà dépassé l'âge de minorité, donc il est déjà majeur, et les décisions n'étaient jamais exécutées. Je vous remercie, Madame Ducas, pour votre intervention. Nous allons maintenant laisser la parole à Madame Karatch, qui est médiatrice et directrice du service social international. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toute l'Assemblée. Je voulais commencer par remercier le SSI France de m'avoir invité à participer à cette table ronde où j'apprends énormément de choses sur les pratiques en France. Le SSI France et nous-mêmes, on développe depuis longtemps, en fait, depuis plusieurs années, des pratiques pour promouvoir la médiation, par exemple, et pour mieux prendre en compte, en fait, la situation réelle de l'enfant qui traverse une situation d'enlèvement. Donc, je me proposais de vous donner un tout petit peu de contexte par rapport à une loi sur l'enlèvement en Suisse qui vise l'application, en fait, des conventions de La Haye sur la protection de l'enfant et qui date de 2009, et de peut-être mettre en exergue comment son évaluation, il y a 3 ans, en fait, a amené des recommandations pour mieux prendre justement en considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures de retour. Et de vous parler un tout petit peu de 4 mesures d'accompagnement donc, qui ont vu le jour et qu'on est en train de développer à l'heure actuelle, à savoir la création d'un réseau d'experts qui travaillent avec les autorités centrales, à savoir la rédaction conjointe d'un manuel de bonnes pratiques en matière d'exécution de retour, un projet pilote de maintien de liens pour les cas sortants de Suisse, en fait, où quelqu'un a enlevé un enfant de Suisse dans un autre pays, et l'utilisation de la médiation. Et je vais juste aborder ces points très brièvement, on pourra en discuter peut-être après. Donc, en 2 mots, cette loi sur l'enlèvement d'enfants, en fait, est la conséquence d'un cas qui a traumatisé la Confédération, où un enfant, en fait, a été retourné en Australie chez un parent qui n'était pas en mesure de le protéger. Et il y a eu un espèce de ping-pong. En fait, ces enfants ont été 2, 3, 4 fois, en fait, retournés en Australie, retournés en Suisse, retournés en Australie, placés en Australie, placés en Suisse. Et c'est là que la Suisse a décidé de se doter d'une loi qui essaye de mettre, en fait, qui cible l'enfant et, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui. En quelques mots, ce qui ressort de cette loi sont 5 points. Du point de vue juridique, c'est qu'une instance unique donc est en charge de ces procédures. Quand je parle d'une instance unique, ce n'est pas au sens du tribunal spécialisé comme le disait Madame Ebrard, mais c'est-à-dire que c'est un tribunal supérieur dans chaque district politique, sachant que la Suisse, c'est une confédération et c'est le fédéralisme qui prévaut. Mais donc, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de recours possible si ce n'est au tribunal fédéral. Donc ça, c'est la première chose. Une procédure sommaire, donc rapide pour mettre en œuvre en fait la procédure rapidement. Ensuite, le deuxième point très très important, c'est qu'un représentant de l'enfant est nommé d'office en fait à chaque procédure. Donc, représentant de l'enfant, on parle vraiment d'un avocat de l'enfant qui est ordonné systématiquement à chaque procédure. La troisième chose, c'est qu'il y a une incitation forte à la conciliation et à la médiation dans chaque procédure d'enlèvement, avec la création d'un fonds
pour financer en fait ces médiations internationales pour les cas entrants, donc pour les cas où un enfant a été enlevé vers la Suisse. Ensuite, troisième point, la collaboration internationale, c'est-à-dire l'optimisation en fait du rôle des juges de liaison. Il y en a aussi 2 en Suisse, un pour chaque région, enfin un pour la Suisse alémanique, un pour la Suisse latine. Et donc l'idée d'optimiser en fait le rôle de ces juges de liaison par rapport au contact direct avec les pays étrangers. Et le dernier point, des mesures de protection, parce qu'effectivement ce cas australien avait bien montré le lien entre les enlèvements d'enfants et des potentiels risques suivis en fait de curatelle, de placement et autres, et que ces mesures de protection puissent être prises dès la saisine, donc dans une phase préjudiciaire et dans la phase judiciaire. Voilà. Maintenant, 10 ans plus tard, il y a un postulat du Parlement qui demande à évaluer en fait l'impact de cette loi en vraiment posant la question très très précise, à savoir est-ce que la situation réelle de l'enfant et son intérêt supérieur est pris en compte dans ces décisions de retour. Et donc, il y a eu une vaste évaluation qui a impliqué tous les acteurs impliqués dans ces procédures, y compris le SSI, pour évaluer en fait où est-ce qu'on en est. Le résultat de cette évaluation qui a été validé en fait par le Conseil fédéral, donc c'est le gouvernement en Suisse, c'est qu'il n'y avait pas besoin de changer la loi ou des articles de loi, mais qu'il y avait des améliorations possibles dans son application. Par rapport au fait qu'elle était satisfaisante au niveau juridique, c'est que cette procédure par instance unique est effectivement rapide et dans l'intérêt de l'enfant, et que l'encouragement à la conciliation et la médiation était quand même quelque chose qui fonctionnait bien, parce que je pense qu'un tiers des mesures de médiation sont arrivées à un accord partiel ou complet. Par contre, en ce qui concerne l'amélioration, la recommandation était premièrement de nommer un avocat de l'enfant, non seulement de le nommer directement, mais peut-être même avant la phase judiciaire, c'est-à-dire au moment de la saisine de l'autorité centrale, et aussi que cet avocat de l'enfant soit présent dans l'exécution du retour et ne s'arrête pas une fois qu'un juge ou une juge ait décidé en fait du retour ou du non-retour. Donc on pense ainsi justement faciliter ces retours de force qui sont rares, hein. C'est quand même l'immense, en tout cas en Suisse, c'est vraiment un tout petit nombre de procédures qui se terminent par un retour forcé, et on pense justement que si l'avocat de l'enfant, qui était forcément en lien en fait avec les parents, qu'il y a une continuité là qui permet en fait de faciliter un retour non violent ou volontaire même. Et la deuxième chose, et c'est ça qui est super intéressant, c'est d'améliorer les échanges entre autorités centrales, parce qu'en Suisse on en a 26, il y a 26 districts politiques et cantonaux, on appelle ça les cantons, et puis, mais de faciliter aussi les échanges avec les spécialistes, entre les autorités centrales et les spécialistes. Donc, résultat des courses, on a vu donc la création d'un réseau d'experts qui est constitué des juges de liaison, de juges de certains cantons, des représentants de l'enfant, du SSI suisse, de médiateurs spécialisés, des autorités d'exécution qui, chez nous, ne sont pas le parquet, mais les autorités de protection, parce que nous, on n'a pas des juridictions familiales, hein. Nos juridictions en fait traitent tous les cas, on n'a pas de JAF, et donc en fait c'est vraiment les services de protection qui s'occupent en fait de l'exécution du retour. Et en fait ces rencontres, elles sont maintenant annuelles. C'est un réseau d'environ 34 personnes, entre 34 et 50 personnes qui donnent l'occasion en fait de faire des sensibilisations aux besoins en fait des uns ou des autres pour comprendre mieux aussi les rôles des uns et des autres. La deuxième chose, c'est que ce groupe de travail, il y a un groupe de travail qui a été donc maintenant organisé pour rédiger un guide de bonne pratique en matière d'exécution des retours.
Donc c'est la même composition de groupe. Et puis l'idée, c'est vraiment de regarder la procédure dans sa phase préjudiciaire, judiciaire et d'exécution, et puis de renvoyer en fait dans chaque phase en fait à des collaborations interdisciplinaires possibles, idéalement même de manière un peu interactive, pour qu'en fait on ait ce réflexe de savoir que au moment de la phase préjudiciaire, on peut s'adresser au SSI par exemple pour faire une médiation familiale internationale, et pour qu'en fait on ait comme une arborescence en fait de collaborations possibles, mais aussi toute une liste, toute une série de checklists qui serait distribué en fait aux juges pour qui notent en fait les choses à pas oublier. Je donne juste un exemple très concret auquel on est souvent confronté au SSI. C'est par exemple quand le retour d'un enfant dans le pays de résidence, mais que par exemple son statut d'asile n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait en fait? Cet enfant ne peut pas rentrer dans un pays où il n'a pas de statut. Enfin, c'est un peu l'exemple aussi qui avait été donné. Ou alors, enfin voilà, c'est beaucoup de choses vraiment très, très... Ou alors la possibilité, par exemple, d'utiliser les services du service social international dans l'autre pays, parce qu'on travaille en réseau, pour savoir, pour se renseigner sur les conditions de retour des foyers et autres. Voilà. Et donc, vraiment, du point de vue d'une agence spécialisée qui propose un accompagnement socio-juridique comme le SSI, ce type de manuel de bonne pratique en fait renforce non seulement la médiation, parce que dans chaque phase, et les juges et les autorités, enfin tout le monde peut directement renvoyer en fait vers des services qui pourraient faire ces médiations, mais aussi et surtout pour l'exécution, c'est le soutien en fait aux autorités d'exécution, aux autorités centrales pour la préparation en fait du retour, y compris éventuellement de l'accompagnement physique au retour, qui est une prestation qu'on a développée et que nos collègues allemands d'ailleurs ont aussi développé, où on se propose en fait de la mise en lien avec l'autre parent, de la préparation de l'enfant, de la préparation des parents, pour essayer justement de favoriser un retour dans son meilleur intérêt. Et puis aussi une proposition de formation sur les spécificités des situations internationales, parce qu'on constate quand même, que ce soit un avocat de l'enfant ou un médiateur, que les repères sont d'autres. Dès qu'on parle de transnationalité, il y a d'autres choses aussi à prendre en compte, et puis en fait de sensibiliser les professionnels aux spécificités pour, comme vous le disiez madame, pour qu'on ait la dignité, je pense que vous avez dit la dignité de refuser des cas si on ne sait pas comment les faire. Encore un tout petit mot peut-être, et après je termine, sur ce pilote du maintien du lien. Donc là, l'idée vraiment est que donc, le SSI est mandaté donc au moment où un enfant a été enlevé de Suisse, de contacter le parent ravisseur dans l'autre pays pour essayer de lui dire à quel point c'est important pour l'enfant en fait de rester en relation avec ses deux parents, et de travailler en fait, c'est un peu le travail qu'on fait au SSI en général, mais c'est un travail ici qui peut aussi dériver vers une médiation familiale ou vers un accompagnement au retour. Et puis en fait l'autorité centrale suisse nous a justement, on est en train d'évaluer justement les premiers résultats en fait de ce pilote. Et par rapport à la médiation, simplement dire que la médiation, on la propose donc dans 4 phases, au niveau vraiment de la pure prévention, quand on a une situation de protection ou de conflit familial, et qu'on réfère vers des médiateurs pour même prévenir une crainte au moment d'une crainte d'enlèvement, mais aussi au moment où l'autorité centrale est saisie. Au moment de l'audience, le juge peut de nouveau proposer la médiation, et puis aussi en discussion avec les avocats au moment de la décision de retour. Évidemment, on ne discute pas des mêmes choses, et puis au moment d'une décision de retour, la médiation ne vise en tout cas pas à réouvrir un dossier sur le lieu de résidence, mais plutôt à parler des modalités de retour. Voilà. Et puis de suivi ensuite pour le maintien du lien quand l'enfant est de retour. Je crois que je vais m'arrêter là, et puis si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Je vous remercie, Madame Karatch. J'avais une question pour vous. En fait, quand on en arrive au stade de l'exécution, c'est qu'aucun accord n'a pu être trouvé. Donc, est-ce que vous pensez réellement
qu'une médiation peut aider à arriver à ce stade-là de l'exécution forcée? Peut-être dire que dans notre pratique de la médiation, déjà, les médiations familiales internationales en matière d'enlèvement d'enfants sont déjà très, très différentes en fait, d'une médiation interne. On est extrêmement clair sur les délais de la procédure, sur ce qui est en jeu en réalité. Et on fait vraiment un travail qui est très transparent. En parlant en fait de manière extrêmement franche. Donc contrairement à une médiation interne où on attend vraiment que toutes les solutions viennent des parties et on s'ingère très très peu, là en fait le décor est planté et on travaille avec ça. Donc au niveau de l'exécution du retour, effectivement, je pense c'est très très rare. Les autorités d'exécution et les juges aussi nous regardent avec des grands yeux en disant mais enfin comment c'est possible? Et je pense qu'effectivement, là, c'est les avocats qui ont un rôle à jouer. Et vraiment, la valeur ajoutée, c'est que contrairement à un avocat ou, je ne sais pas, aux affaires étrangères ou à qui que ce soit, en fait, le médiateur reste neutre. Donc, en fait, il n'est pas là à travailler sur les mérites d'un parent ou de l'autre, mais c'est vraiment le focus sur l'enfant uniquement. Et on ne parle que de ça, en fait. On ne parle que de ça. Je vous remercie. Est-ce qu'un de nos intervenants veut rebondir sur l'intervention de Madame Karatch? Je voulais juste ajouter qu'on oublie souvent cet aspect de biculturalité et on l'oublie à chaque étape. En médiation, il y a les pays qui sont tellement réticents, ils sont méfiants vis-à-vis à la médiation et donc ils ne vont jamais accepter la médiation. Donc c'est vraiment chaque fois cas par cas pour la médiation, également pour le pénal, pour tout. Donc, en prenant en compte quels sont les pays impliqués, quel est le caractère de parents, quel est l'âge de l'enfant. Donc, c'est très, très important, mais comme chaque instrument, il y a toujours des limites. Je remercie tous les intervenants pour la richesse de ces discussions. Et puis, je laisse la parole à Madame Pépi. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié les questions de la salle. On va prendre les questions de la salle. Merci beaucoup, merci pour les interventions. En fait, j'ai deux questions, je vais les poser, essayer de les poser assez ponctuelles. Mais la première question, c'est pour Madame Sédic, de l'autorité centrale. Lorsque vous avez parlé en fait de demandes de retour qui sont demandées par les services d'aide et les situations protectionnelles. Parce qu'on rencontre la même situation en Belgique et donc je me pose la question, c'est peut-être intéressant comment on dit ça, d'identifier 3 types de situations et j'aimerais vous demander dans quel type de situation, quel type de demande peut être fait vis-à-vis de l'autorité centrale. Donc, première situation, il y a une situation familiale qui est suivie de services d'aide, mais c'est dans un cadre volontaire. Mais il y a des inquiétudes de cette aide sociale par rapport à cette famille. Et la famille ou les deux parents décident de déménager vers l'étranger, donc de disparaître. Et donc, l'aide sociale n'a aucun contact et a des inquiétudes, mais on est très fort dans le volet volontaire. Deuxième situation, on est dans l'aide volontaire, mais c'est au moment où il y a un transfert du volontaire au contraignant. Donc en fait, on vise un placement des enfants, on vise de les mettre sous tutelle de juge de jeunesse. Ici, quel type de situation ou quel type de demande peut être fait par rapport à l'autorité centrale? Troisième situation, c'est les enfants sont déjà placés, donc déjà sous tutelle de juge, et les enfants disparaissent à l'étranger. Quel type de dossier ou quel type de demande peut être demandé à l'autorité centrale? Merci pour éclairer. Madame Sédic, j'ai l'impression que votre question ne relève pas uniquement de la Convention de l'Haye, mais également de la Convention de 96. En fait, c'est ça la différence que je n'ai pas compris. Il y a une demande de protection et il y a une demande de retour. Dans quelle situation on peut demander retour? Dans quelle situation c'est juste protection? Merci. Alors, je pense qu'il faut en revenir à la Convention de l'Haye de 80, à la définition du droit de garde au sens de la Convention. Donc on est vraiment sur est-ce que
l'aide sociale à l'enfance avait le droit de garde au sens de la Convention au moment du déplacement. Et pour moi, selon les 3 cas que vous avez exposés, c'est uniquement dans la troisième situation où les enfants étaient placés. Dans cette situation-là, l'ASE ou l'équivalent, les services sociaux peuvent faire une demande de retour sur le fondement de la Convention de l'aide 80, mais sachant que, alors j'ai pas détaillé, mais bien entendu, le fait de faire une demande sur le fondement de la Convention de l'aide 80 n'empêche pas par ailleurs d'activer le volet protection des mineurs. Sur le fondement, avec la Belgique, ça sera le règlement Bruxelles de terre, articles 79, 80 et 81 du règlement, et avec les autres États, Convention de la Haye de 1996, pour activer la coopération en matière de protection des mineurs. Les deux peuvent se faire en parallèle, et lorsqu'il n'y a pas de possibilité de faire une demande de retour, parce qu'il y avait peut-être une mesure d'assistance éducative, je traduis selon ce que je connais en droit français, hein, mais il y avait peut-être une mesure d'assistance éducative qui était en cours, mais pas de placement. Et dans cette situation-là, forcément, la famille essaye de se soustraire à la mesure et va dans un autre état. Il est possible de signaler simplement la situation parce qu'il y avait des éléments d'inquiétude, mais bon, on était sur la fin du suivi, donc on fait un simple signalement, ou bien le juge en charge de la mesure souhaite obtenir des éléments sur le nouvel environnement de vie des enfants, et auquel cas il va demander une enquête sociale, ou bien en plus de cela, il peut également, s'il voit en fonction des éléments de la situation que la famille n'envisage pas de revenir sur le territoire, elle peut tout simplement, et ça a été évoqué aussi dans la première table ronde, mais c'est valable aussi pour les dossiers de protection des mineurs, il peut faire une demande de transfert de compétences au visa de l'article 12 du règlement Bruxelles de terre, et bien entendu c'est également possible sur le fondement de la Convention de l'aide 96. Et dans cette situation-là, l'avantage, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de vide juridique entre les deux mesures qui pourraient être prises dans l'État où la famille se trouve et l'État où ils étaient suivis initialement. Donc par exemple, le juge français va faire sa demande au titre de l'article 12 au juge italien en transmettant les éléments pertinents du dossier, en expliquant dans sa demande que, alors compte tenu des éléments au dossier, voilà mes inquiétudes, la famille réside sur le territoire italien, il me semble que ce serait pertinent que vous vous saisissiez de la situation et que vous suiviez la situation de votre côté. Cette demande est transmise, alors elle peut être transmise de juge à juge, mais généralement elle transite par l'autorité centrale. On transmet cette demande à l'autorité centrale requise, qui en saisit la juridiction compétente et qui va, en fonction des éléments, généralement il n'y a pas de difficulté, sauf un ou deux cas, mais bon, c'était des situations particulières, il va accepter sa compétence et prendre des mesures de protection à l'égard des mineurs pour avoir une continuité du suivi. La difficulté, lorsqu'on fait un simple signalement, c'est que derrière le juge de l'État où se trouve désormais la famille, il va apprécier les éléments, et peut-être que pour lui, en fait, le suivi n'est pas nécessaire. Alors que dans le cas d'un transfert de compétences, on a quand même un suivi qui est fait, et le juge français qui fait cette demande, il est certain qu'en fait, il y a un juge derrière qui va continuer le suivi, même s'il se dessaisit au bout de 3 mois, 1 an, mais au moins il a une continuité de sa mesure et il peut transférer son dossier vers son collègue d'un autre État. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, parfait, merci beaucoup. D'autres questions dans la salle ? Oui, une question aussi au DEDIP. Est-ce que dans la liste des médiateurs internationaux, en tout cas dans le recrutement des médiateurs internationaux donc qui interviennent sur la liste et qui seront désignés prioritairement sur les conventions de la Haye,
est-ce qu'ils ont une formation spécifique? Parce que vous l'avez évoqué, et finalement c'est un constat généralisé, c'est vraiment un contentieux, on appelle ça un contentieux, qui demande, pour être vraiment bien traité, et même bien abordé sur le plan conventionnel, en amont comme en aval. Parce que je suis d'accord avec vous, la médiation en aval, elle est tout à fait possible, parce qu'on est dans un autre contexte. Il y a une décision, il y a d'autres enjeux, il y a une possibilité de poursuite. Donc la personne peut être plus amenée à ce moment-là, rentrer dans une médiation, mais on est bien d'accord uniquement sur les conditions du retour. Mais ça demande effectivement des professionnels et des médiateurs qui soient très très au clair sur la procédure, parce que c'est pareil, en amont, le médiateur ne peut pas approcher la famille en disant bon alors, chez qui est l'enfant? Non, il faut qu'il soit bien au clair sur l'idée que le juge ne statuera pas au fond, qu'il puisse lui-même expliquer que c'est un retour vers le juge naturel, que voilà. Bon. Donc, est-ce qu'il y a une formation qui est donnée aux médiateurs internationaux? Oui, merci pour votre question. Alors déjà, en premier lieu, s'agissant de la liste des médiateurs qui est mise à disposition, il y a une vérification préalable avant l'ajout sur la liste. On vérifie quand même que c'est bien un médiateur, qu'il y a un diplôme, voilà, et on fait quand même des vérifications. Sur la formation, effectivement, vu que les demandes de retour dans le cadre de la Convention de l'AID 80 et ces dossiers-là sont particuliers, il y a vraiment un besoin de connaître la matière. Alors, notre département a l'occasion d'intervenir dans le cadre de formation à destination des médiateurs lorsqu'on est associé, bien entendu. Et l'objectif, c'est d'expliquer un peu la Convention de l'AID 80, ses spécificités, et en quoi la médiation peut être un outil efficace pour permettre la résolution de ces situations. Et j'avais pas eu l'occasion de rebondir, mais sur l'intervention d'un médiateur déjà dans la phase d'exécution de la décision de retour, étant donné qu'on a une vision assez transversale des dossiers à l'autorité centrale française, j'ai pu voir en pratique des situations dans lesquelles le parquet a mandaté un médiateur pour intervenir au stade de l'exécution, puisqu'il en a la possibilité au titre des articles 1210-4 et suivants du Code de procédure civile. Et ce médiateur était intervenu, mais comme vous l'indiquez, uniquement sur les modalités de l'exécution et pour déterminer, pour mettre les parents à la même table, les parents et leurs avocats aussi, et pour dire, on est au mois de mai, on va laisser passer peut-être le mois de juin pour terminer l'année scolaire, mais ensuite, il faudra que l'enfant retourne dans l'état de la résidence habituelle. C'est aussi un préalable éventuellement à déterminer à conclure une convention parentale éventuellement, mais en tout cas ça permet de rétablir le dialogue déjà dans la perspective de ce retour, et ce qui a permis ensuite l'exécution, pas d'exécution forcée mais une exécution amiable de la situation, et un retour vers l'état requérant, et généralement dans l'état de la résidence habituelle, je pense que dans une grande majorité des cas, soit avant le déplacement, soit peu après le déplacement, une juridiction a été saisie au fond pour statuer sur le droit de garde. Donc ces éléments-là, à l'issue de la médiation, peuvent être amenés dans cette procédure-là et être utilisés pour permettre en fait de trouver un juste milieu entre les parents et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais en tout cas, oui, pour répondre à votre question, on intervient auprès des médiateurs. On a d'ailleurs, si je me souviens bien, fait des interventions en collaboration avec la FENAMEF pour sensibiliser les médiateurs à la Convention de l'AID 80 et ses particularités. Oui, juste pour compléter, en fait, les pionnières de la médiation familiale internationale en matière d'enlèvement étaient toutes françaises. Et il y avait à l'époque une formation qui en ce moment n'existe plus, mais ces personnes sont encore à l'œuvre. Et puis il n'y a aucun problème à essayer, par exemple, de créer des sensibilisations, mais sur la pratique, pas sur la procédure, mais sur la pratique. Et je pense qu'il y a plusieurs médiateurs qui sont quand même qui ont fait MIC, en fait, qui ont fait la formation en anglais.
Oui, il y a plusieurs médiateurs. Et puis, il y a aussi le projet dont William parlait, iCare, tout à l'heure, elle l'a pas cité, sur la prémédiation sur lequel on fait des formations. Et l'année dernière, on a travaillé en lien avec le DEDIP aussi pour monter un projet autour de spécialistes de la médiation familiale internationale qu'on a présenté à l'Europe, qui n'a pas été retenu l'année dernière, mais pour pouvoir constituer un pool, entre guillemets, de médiateurs familiaux internationaux. Donc, ça, c'est dans les tuyaux. Mais... Parce que moi, je me dis, si je rends des décisions de retour, je pourrais très bien, dans mes décisions, ordonner le retour et désigner pour les modalités d'exécution un médiateur. Mais ça suppose aussi quand même que le parquet, on soit tous les deux en... Parce qu'il ne faut pas que le parent pense qu'il a une autre porte de sortie grâce à la médiation. Donc, on pourrait réfléchir avec le parquet pour assurer à la fois une intervention d'exécution par le parquet, mais en intégrant la médiation, parce que l'avantage aussi, parce que c'est le deuxième, c'est là où c'est un autre contexte, c'est que en général les parents ont pris des avocats et autour de la table, vous l'avez dit, il y a les avocats. Et ça aussi, ça change beaucoup, parce que des avocats qui font bien leur job, excusez-moi l'expression, le travail, eh ben, ils amènent leurs clients justement à aller dans le sens de la bonne exécution de la décision. Donc ça serait très intéressant que dans les décisions, parce que moi je travaille beaucoup à l'audience, les conditions de retour, grâce aux avocats, je le répète, je le souligne, grâce aux avocats, on arrive à des accords sur l'audience, mais je pourrais aussi, en cas de décision de retour, concevoir avec le parquet un système pour que je désigne systématiquement un médiateur, mais avec l'œil du parquet quand même, pour qu'il n'y ait pas une idée. Et ce qui éviterait au parquet d'avoir à mandater la police pour, comme tu disais, aller chercher les enfants manu militari. Et juste, j'aurais terminé parce que je suis toujours trop longue, mais la recommandation du Conseil de l'Europe sur la protection de l'intérêt de l'enfant dans les procédures de séparation recommande en particulier d'être très attentif aux conditions d'exécution pour qu'elles soient le moins traumatisantes possible, et aussi intègre l'idée d'une médiation en précisant qu'elle ne porte que sur les conditions de retour. Donc on est quand même bien là-dedans. Les conditions de retour, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la procédure, la haie, on le sait, ne résout pas le conflit humain, en fait. Et puis là, à ce moment-là, le parent qui a enlevé l'enfant, il a peur de perdre quelque chose quand même. Sûr. Et moi, j'ai dû aller chercher des enfants dans un autre pays, et puis il y a eu un arrêt. En fait, la maman a été arrêtée au moment de revenir en Suisse, et en fait, elle n'a pas eu le droit ni de voir, ni d'avoir un contact avec ses enfants pendant des mois et des mois. Et ça n'a pas arrangé les choses. Et je pense que les modalités de retour, et puis de déjà un peu faire sortir la colère par rapport à tout ce qui est arrivé, pour ensuite le rétablissement du lien, si les parents continuent de vivre dans deux pays, là, la médiation a une valeur ajoutée. Ouais. Et la collaboration des autorités pour s'assurer que l'intérêt de l'enfant est protégé une fois la décision de retour ordonnée. Parce que là, vraiment, c'est là où on est au contraire c'est pour moi la période la plus sensible et la plus à risque pour les enfants. Si je peux rebondir sur ce que vous dites, et c'est en lien aussi avec la question qui a été posée plus tôt, en parallèle, on peut faire les deux en même temps, mais si jamais on se rend compte qu'il y a des éléments inquiétants, il y a possibilité aussi de faire un signalement au titre des conventions applicables en matière de protection des mineurs. Et ça, c'est tout à fait possible en parallèle, et on a des situations dans lesquelles où on traite de la demande de retour, et en parallèle on a un dossier de protection des mineurs, parce que oui, j'ai un cas en tête parce qu'il est assez récent, mais on a été saisi par l'autorité centrale étrangère parce que le parent fait une demande de retour au titre de la Convention de la Haye 80, son enfant ayant été déplacé en France par le parent dit rapteur, mais en parallèle, on a également été saisi du volet protection des mineurs, parce que en fait, il s'avère que le parent rapteur est venu avec l'enfant en France, pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il y a eu des violences conjugales, et parce qu'il y a une procédure pénale aussi qui a été engagée à l'encontre du parent qui fait la demande de retour, et forcément le parent qui fait la demande de retour, il n'a pas encore connaissance de la procédure pénale en cours, mais par contre, voilà, nous on a été saisis aussi du volet de protection des mineurs, ce qui permet aussi, et voilà, et dans le cadre de la protection des mineurs, on nous dit, alors le père n'a pas connaissance, le parent, voilà, en l'occurrence c'était un père, il n'a pas connaissance de l'adresse de la mère, il ne faut absolument pas qu'il ait connaissance de l'adresse de la mère et de l'enfant.
Voilà. Et ça me permet de rebondir sur quelque chose qui a été dit par ma collègue Madame Alain sur l'adresse du parent qui a déplacé l'enfant en cas de risque réel avéré de violence. J'ai pu voir une situation en particulier où, en fait, sur la communication de l'adresse, on est très prudent à l'autorité centrale française et bien entendu, ça se fait toujours en lien avec le parquet. On préfère redemander 3 fois est-ce que c'est bon pour transmettre l'adresse ou non. Voilà, parce que aussi, et ça c'est vraiment un point sur lequel on fait attention. Sur l'assignation du parent devant le juge aux affaires familiales, si on en vient à ce point-là, si le parquet décide quand même d'assigner ou si le parent souhaite assigner devant au titre de l'article 29, comment il assigne s'il n'a pas l'adresse du parent voilà. J'ai eu un cas comme ça, mais le parent qui a déplacé l'enfant était représenté par un avocat. Et le parent qui faisait la demande de retour aussi par un avocat, et l'avocat du parent qui faisait la demande de retour a assigné simplement, il a dit mais non, au début il a dit c'est impossible, je ne peux pas, et finalement il a fait une assignation en utilisant l'adresse du cabinet d'avocat du parent qui a déplacé l'enfant. La procédure de retour a eu lieu, il y a eu une décision sur le retour et ça n'a pas posé de difficulté. Et par ailleurs, ce qu'on indique généralement, parce qu'il arrive aussi le plus souvent, le parent qui a déplacé l'enfant n'a pas toujours un avocat. Mais par contre, il y a des violences avérées. On demande au parquet, dans la mesure du possible, d'inviter les services d'enquête à ce que le parent se fasse domicilier, soit chez un avocat s'il a le temps d'en prendre un, soit au domicile d'une association, ce qui permet d'éviter la diffusion de l'adresse qui est forcément connue quand on assigne dans le cadre de la procédure de retour. Bon, en tout cas, voilà la pratique du DEDIP sur cette question-là qui est effectivement qu'on peut voir assez souvent et c'est un peu les bonnes pratiques qu'on a essayé de dégager pour bien prendre en considération ces situations où effectivement il faut prendre tous ces paramètres. Voilà. Si je vous permettez, je vais rebondir, pas forcément sur cette situation, mais aussi sur l'importance de travailler ensemble, pas seulement du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Justice, dont on pense automatiquement, mais pour les situations quand le parent est dans les situations régulières ou s'il est sous la protection de l'OFPRA, ça implique aussi la coordination avec le ministère de l'Intérieur. Et je pensais tout de suite à la situation justement quand il y avait une procédure la mère, elle était placée sous la protection de l'OFPRA suite aux violences subies dans le pays d'origine. Il y avait une procédure de demande de retour en parallèle, donc les deux ministères ne communiquent pas. Et justement, le DEDIP communique l'adresse de la mère donc au père, sauf que c'est pas la situation où il fallait le faire. Ou quand je pense à une autre situation, c'était un déplacement licite de la France. Et la mère, elle a eu sa demande de la protection subsidiaire en cours. Et dans ce cas, justement, c'est grâce à votre intervention, l'OFPRA a délivré vite fait cette décision favorable de la protection afin de permettre à la mère de se déplacer dans le pays à l'étranger. Donc, c'est aussi un volet à ne pas oublier. Et je pense tout de suite à une autre situation qui est complètement coincée si on n'applique que les règles du droit international ou des règles du droit français. Donc, c'était la situation, il y avait 2 parents étrangers qui sont venus en France. Il y avait une procédure de demande de regroupement familial en cours pour permettre à l'enfant qui est resté dans un pays en Afrique de venir en France. Sauf que les parents donc, se séparent. Donc, la procédure de demande, cette procédure de regroupement familial, elle tombe à l'eau. Donc, on ne peut plus la faire si les parents sont dans la phase de séparation. Donc, le juge français, il n'est pas compétent parce que l'enfant n'a jamais été en France. Le père, il a déplacé l'enfant de l'un pays en Afrique vers l'autre. Donc, au niveau des procédures, il n'y avait pas de déplacement licite, la France n'était pas concernée. Le juge français n'était pas compétent parce que l'enfant n'a jamais eu sa résidence habituelle en France. Et donc, c'est aussi le rôle d'avocat d'expliquer peut-être au juge de liberté, donc il y a plusieurs juges qui sont impliqués, que
si on applique que les règles du droit français et on ne va pas au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire, le parent, il va vivre la rupture de lien avec l'enfant à vie. Donc, on n'a pas des moyens juridiques ici en France pour faire venir l'enfant. Parce que sans visa, elle ne peut pas venir. Il faut une décision. Le visa, il ne peut pas être délivré sur l'autorisation d'autres ministères consulaires, etc. Je vais remercier toutes nos intervenantes pour la richesse de leur intervention et juste insister sur le fait qu'il est important que tous les professionnels travaillent ensemble, qu'il s'agisse de l'autorité centrale, des procureurs territorialement compétents, des avocats et des médiateurs, et que tout ça soit fait, bien sûr, pour protéger au mieux possible l'enfant dans le cadre de l'exécution des décisions. Je vous remercie tous.